Le podcast est encore une fois présenté par Eros et compagnie. Tu peux utiliser le code Libre Sexpression qui te donne 15 % de rabais sur le site erosetcompagnie.com. C'est un site québécois d'une entreprise d'ici avec plus de 2000 produits. Je te recommande d'aller faire un tour. Je suis convaincue que tu vas y trouver ton compte. Sinon, on est aussi présenté par Polysleep. Le code Libre Sexpression te donne 30 % de rabais sur tous les produits qui ne sont pas en réduction sur le site. Libre Sexpression, simplement. Aujourd'hui, pour l'épisode, je reçois Laïma Abouraja Gérald. Je m'excuse de devoir lire. Mon Dieu, c'est parfait. Et Morag Boson. Parfait. Je l'ai bien dit. Close enough. Tu peux le dire. Morag Boson. Boson, excuse-moi. Laïma est journaliste et animatrice au podcast À quoi tu jouis du Club Sexu. Oui. Mais toi aussi, t'es co-animatrice du podcast. Non, en fait, je collabore souvent. Ouais, on garde ça en famille des fois, mais je travaille au Club Sexu. Exact. Toi, t'es chercheuse et conceptrice sexologique au Exactement, Club Sexu, ouais. mais t'es aussi doctorante en sexologie. Oui, bien étudiante au doctorat. Ah, étudiante au doctorat. Ouais. Parce que j'ai lu un peu sur ta thèse que tu fais en ce moment sur les vidéos, la transmasculinité, les hormones. Est-ce que c'est ça ou c'est la maîtrise? En fait, c'est à ma maîtrise, c'est ça. C'est publié. Fait que c'était mon mémoire de maîtrise sur les vidéoblogs des hommes trans qui racontaient leur transition. Exactement. Ouais. Puis là, ta thèse de doctorat, c'est sur quoi? Ça s'enligne un peu plus sur le vécu sexuel des migrants forcés, de la diversité sexuelle et de genre. OK. Fait que, on est dans un autre registre, pas trop loin. Puis on va voir ça dans 10 ans. 10 ans. Je me donne du lousse. C'est bon, j'aime ça. Je commence toujours l'épisode en demandant le signe astrologique de mes invités, puis votre meilleur match en amour. Fait que c'est quoi votre signe? Oh, moi, c'est Sagittaire. Oh, nice. Moi, je suis Scorpion. Oh! Ascendant Sagittaire, par contre. Voilà, OK, j'aime. Ouais. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi ton meilleur match en amour? Oui, je le sais. C'est Taureau. OK, ouais. Ça serait ma meilleure compatibilité, puis mon chum, il est Taureau. Ah, parfait. Oh, bravo! Fait que ça, c'est bien. Fait que à notre première date, j'avais demandé, je voulais pas avoir l'air trop upfront sur l'astrologie. Fait que j'étais comme, c'est quand ta fête? Puis que là, j'avais pu calculer rapidement, puis j'étais comme, nice, c'est mon match. Super. Oui. Toi, est-ce que tu le sais? J'en ai aucune idée, en fait. Mais mon copain est Capricorne. Puis ça va bien. Ça un bon match. Ça serait quand même. Ça serait Gémeaux? Je pense que ça serait Gémeaux. Avec Sagittaire? Oui, il me semble. Ben, j'ai une très bonne amie qui est Gémeaux. Fait que. Moi, je suis Gémeaux. En effet. Ah, bon, ben. Mais c'est un bon match, mais Gémeaux, le meilleur match, c'est Lion, Verseau. C'est pas mal Balance, Bélier. C'est comme les meilleurs matchs. Mais Capricorne, c'est pas un bon match avec Gémeaux, for sure, mais avec Sagittaire, ça peut, ouais. Ben, je sens qu'on est définitivement pas sur la même planète, mais on arrive à se on est définitivement pas la même personne. Est-ce que vous savez c'est quoi votre meilleure arme de séduction? Ouh! Ben, moi, je pense j'ai beaucoup d'humour dans la vie. J'aime bien faire des blagues, mais je pense que je suis un bon public. OK. Fait que pour la gente masculine, ça plaît bien à leur blague. Physiquement, moi, je pense que ce serait mon regard. Si, je suis d'accord. Ah ouais? Oui. Je trouve que tu ressembles à... Est-ce que tu connais Naïka, la chanteuse Naïka? Non. La blonde à Saint-Levant? Non. Tu ressembles vraiment, ouais. Elle est magnifique. Naïka, la chanteuse haïtienne, ouais. Caribéenne. Là. C'est vrai? Ah ouais? Oui, t'as vraiment des airs. Ouais, mais là, je vais vraiment. aller googler. Je trouve que c'est une des plus belles femmes au monde. Ah oui, mon Dieu! Incroyable. Je le prends. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Puis je pense que personnalité-wise, là, meilleure arme de séduction, je pense que mon écoute. Ouais, je pense que je donne comme, pas l'impression, mais je pense que quand quelqu'un m'intéresse, je l'écoute pour vrai, puis je me montre vraiment très intéressée. Fait que j'imagine que ça plaît aux gens. Je dirais ça. OK, cool. Je sais pas si Naïka aussi, elle a une bonne écoute. Je sais pas. Je la connais pas personnellement. Oui, qui est magnifique, vraiment. Ça te rejoint. Aujourd'hui, on va parler de culture du viol. Je veux parler de ce sujet-là qui est vraiment sensible dernièrement, qui est sur toutes les lèvres un peu. Ben, en fait, on parle pas de culture du viol, on parle beaucoup du all men, not all men. Et ça, c'est à cause de l'affaire Pélico en ce moment qui se passe en France. Ce qui se passe, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire Pélico, c'est une femme de 72 ans, si je me trompe pas, qui a découvert qu'elle s'était faite agresser sexuellement par plus d'une centaine d'hommes
par son mari. Dans le fond, son mari organisait des rencontres sexuelles avec des hommes qu'elle ne connaissait pas. Il la droguait. C'était de la soumission... Chimique. Soumission chimique, exact. Il la droguait, donc elle avait aucun souvenir de ce qui se passait. Elle ne pouvait pas consentir. Elle était endormie. Pour la majorité, je pense qu'elle était totalement endormie. Inerte. Ouais, inerte. Puis les hommes devaient se présenter, pas de parfum, pas rien. Fallait pas qu'elle sache qu'il y a un homme qui est passé. Puis il y avait des relations sexuelles avec elle. C'était filmé. L'homme gardait son mari, dans le fond, gardait le visuel. Puis il s'est fait arrêter pour un autre délit en rapport avec la sexualité et il filmait dans des épiceries sous les jupes de femmes. Puis ils ont découvert des centaines et des centaines de vidéos qu'elle s'était fait agresser par plus d'une centaine d'hommes. Puis là, présentement, c'est le procès pour ça. Et il y a vraiment beaucoup d'enjeux là, dans ce procès-là. Premièrement, la soumission chimique, mais aussi, il y a plein d'autres aspects qui font en sorte qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a eu des commentaires de personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi de personnes dans le cadre du procès qui ont dit, ben tant que c'est pas établi, on va pas parler de viol. Tu sais, plein de trucs comme ça qui contribuent vraiment à la hargne des femmes présentement parce qu'on est tous automatiquement que tu es une femme, t'es concernée par la culture du viol dans la société. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de culture du viol présentement. Peut-être pour un peu en parler d'une manière plus calme, peut-être un peu plus... je dis ça parce que j'ai l'impression que dans tous les débats comme le racisme, comme pour les droits LGBT, comme pour n'importe quel débat, il y a besoin d'une phase qui est un peu dans l'extrême ou des groupes qui sont dans l'extrême, qui vont hurler, qui vont aller vraiment trop loin dans le débat. Puis je pense que ça prend ça pour qu'on écoute les personnes qui en parlent d'une manière un peu plus nuancée, plus calme, avec de l'information. Comme sur les réseaux sociaux, moi, présentement, je vois des femmes qui hurlent puis qui disent des trucs, puis j'adhère à leur discours, mais je trouve que il y a parfois des trucs qu'elles disent ou des manières de le communiquer qui me rejoignent moins, puis que je trouve qu'il y a des nuances quand même. Là. Puis là, à cause que je dis ça, parce que je pense à une vidéo que j'ai vue qu'une femme était comme... tu dis à tes amis que ta femme a fait l'étoile, t'as-tu pensé qu'elle était peut-être pas consentante puis que tu la violais depuis tout ce temps-là? C'est comme... oui, mais elle disait plein d'autres choses dans son discours, puis comme je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire, je comprends le message, mais je pense pas que à chaque fois qu'une femme fait pas full de démonstrations sexuelles, elle est nécessairement non consentante. Comme je pense que à moins qu'elle soit sous l'influence de drogue ou qu'elle vraiment est endormie ou qu'elle avait dit non. Comme il y a plein de concepts, mais bref. Il y a du démêlage à C'est faire. très complexe. C'est ça, comme moi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des relations sexuelles que j'étais vraiment moins... je faisais pas des positions sur le dessus, puis j'étais vraiment plus passive, puis j'étais consentante. Fait que, je me dis, il y a ça aussi, là, parfois. Fait que bref. Je le mentionne parce que je pense que on peut peut-être essayer de... en tout cas, on s'adresse à des femmes dans mon podcast, malheureusement, mais j'aurais aimé ça m'adresser à plein d'hommes pour qu'ils comprennent. Mais partagez-le. C'est ça, il faudrait que chaque femme qui écoute en ce moment devrait partager ça avec un homme. Oui, ou des hommes. Oui. Tous les hommes. J'aimerais ça. En fait, les femmes qui écoutent, si vous avez des hommes dans votre entourage, je pense que le but du podcast, ça serait vraiment... Ce que je veux, c'est parler de culture du viol, mentionner à quel point ça concerne tout le monde, même les hommes qui n'ont jamais agressé, même les hommes qui ne sont pas entourés d'agresseurs, même les hommes qui n'ont pas de comportement misogyne, même les hommes qui n'ont pas rapport là-dedans, même les hommes qui genre, discutent par rapport, puis corrigent leurs amis par rapport à la culture du viol ou au patriarcat ou des commentaires qui ont pas rapport. Tout le monde. Peu importe, tout le monde, ça concerne tout le monde. Les femmes, on est 50 % de la population. Les hommes, c'est un autre 50 % de la population. C'est un débat qui concerne tout le monde. Ça concerne pas une minorité, une communauté. Comme pas qu'il y a des... il y a des débats qui concernent tout le monde, là, mais dans le sens que tous les humains. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important de partager. Puis si vous voulez, tout le monde, je regarde toutes les caméras, partagez aux hommes de votre entourage, peu importe leur statut, c'est important. Je veux commencer par la définition de la culture du viol.
t'as une maîtrise en sexologie. Cas, c'est ça. T'es en Oui. processus de doctorat en sexologie. Je pense que t'es la meilleure pour donner une définition de la culture du viol. Plein de gens sont très, très, Très bon. outillés pour en parler, ça, je suis sûre et certaine. Mais je pense que c'est un terme qui est mal compris, nécessairement. On voit ça comme un gros monstre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et un peu le nuage qui arrive sur la conversation si on ose prononcer culture du viol. Mais de tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent, moi, je trouve que c'est vraiment un bel outil qui fait bien écho à la réalité. Puis la culture du viol, en fait, le but, quand on parle de culture du viol, au lieu de simplement parler de viol, c'est de ramener justement les viols à un contexte qui est culturel, donc qui est ambiant et qui concerne tout le monde, au lieu de parler uniquement d'actes qui seraient comme paraphiliques ou problématiques et qu'on a tendance finalement à vouloir isoler et à se faire une idée de à quoi ressemble un viol. Tu sais. Donc, la culture du viol, en fait, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a plein d'éléments à travers notre société et notre culture qui nous amènent à banaliser, à diminuer et voire même parfois à encourager les instances de viol. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est un continuum qui nous amène jusqu'au viol. La culture du viol ne veut pas uniquement banaliser le viol, mais va banaliser les conversations, les commentaires, va banaliser le manque d'action, va banaliser les réactions qu'on peut avoir à certaines choses qui nous amènent à des cultures qui permettent encore d'avoir des viols. Tu as dit 3 mots. Tu as dit, le premier mot, j'ai oublié, banaliser et encourager. Oui. Exactement. Le premier, je pense que c'était diminuer peut-être. Oui. Mais je pense que c'est ça le plus important. Puis je pense que les hommes focusent juste sur le fait d'encourager ou le viol en tant que tel. Quand c'est pas ça, quand on parle de culture du viol, on parle de la banalisation du fait qu'on devrait passer à autre chose ou que ça devrait un peu passer sous le silence. Comme... J'avais déjà entendu des gens qui se montraient quand même un peu contre le terme ou contre le concept de la culture du viol, qui disaient « moi, je peux pas encourager la culture du viol, je suis pas pour le viol. » Oui. Puis là, c'est ça, c'est qu'on... Il y avait une méconception, en fait. Puis moi, j'ai envie de dire, mais il y a personne qui dit que tu es pour. Tu sais, c'est pas une question d'être pour le viol ou contre le viol. Puis c'est ça, j'aime ça quand tu dis que c'est un continuum, en fait, puis que ça englobe vraiment beaucoup d'affaires à beaucoup de degrés, puis dans plein de petites situations très ordinaires de la vie quotidienne, finalement. Oui, totalement. C'est de où provient le terme culture du viol? On a fait une petite recherche historique. En fait, ça viendrait d'un documentaire américain des années 70-75, si je me souviens bien. Et c'est le terme rape culture qui est apparu en premier, donc pour parler vraiment de ce que tu as décrit super bien. Puis en lisant là-dessus, je me suis posé la question, quand est-ce que moi, j'avais entendu le mot culture du viol pour la première fois, puis quand est-ce qu'il était apparu au Québec. Puis je me suis rendu compte que c'est en 2016, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Alice Paquet qui avait dénoncé c'est Jerry Sklavounos, qui était un homme politique. Exact. Puis c'est intéressant parce qu'en 2016, on est vraiment juste avant MeToo. Donc, il y avait beaucoup de sujets qu'on n'avait pas encore abordés comme société. Puis donc, Alice Paquet avait parlé de ça. Il y avait eu une grande couverture médiatique de son histoire, finalement, où elle affirmait qu'elle avait été violée par Jerry Sklavounos dans une chambre d'hôtel. Puis c'était fou parce que je pense, puis c'est ça que je disais à Morag en s'en venant, je pense que mon féminisme, il vient de là. Parce que je lisais ces articles-là, puis on faisait ressortir le fait que Alice Paquette, elle s'était quand même présentée dans une chambre d'hôtel avec lui, qu'elle avait fait du travail du sexe, que c'était une femme qui était belle, donc elle l'avait probablement aguichée. Puis moi, je lisais tout ça, puis je me disais, mais ça n'a aucun sens, en fait. Puis je pense que j'étais quand même assez... Je pense que j'étais moins informée puis peut-être moins conscientisée à ce moment-là, mais je sentais dans mon ventre que ça avait pas d'allure, la manière dont on parlait de cette femme-là puis de cette histoire-là. Et c'est ça, selon ce que j'ai pu constater, c'est vraiment vers ces années-là, 2016, qu'au Québec, le terme culture du viol a apparu dans des médias plus grand public puis à l'extérieur de cercles peut-être plus féministes ou plus militants, disons. C'est devenu comme au centre d'un débat social. Puis je trouve que ce que tu soulignes, c'est vraiment important parce que c'est vraiment dans nos conversations et tous les arguments qu'on va utiliser pour parler du viol, mais aussi toute la culture autour de qu'est-ce que, en fait, le viol existe et donc qu'est-ce que tu devrais faire pour l'éviter. Fait que, tu sais, des conversations comme qu'est-ce que tu portes, des conversations comme si tu te rends, par exemple, dans sa chambre d'hôtel ou si tu bois de l'alcool, tu dois faire attention. Je veux dire, il y a des personnes qui vont débattre qu'il y a une culture du viol, donc le viol existe et qu'est-ce qu'on fait, mais en même temps, je vais te demander de me texter quand tu reviens à la maison de ta date. La culture du viol n'existe pas, mais la menace est présente. Donc,
Puis encore une fois, je trouve que c'est important qu'est-ce que tu dis parce qu'il y a des personnes, moi je sais que j'ai des amis qui sont venus me demander, ben là, est-ce qu'on devrait arrêter d'être dans l'hypervigilance? Est-ce que je contribue finalement à ça? Mais non, l'hypervigilance, c'est la résilience et c'est la, j'ai envie de dire, c'est la réaction finalement à la culture du viol. Ce qu'il faut arrêter, c'est les risques de se faire violer, finalement. C'est ça qu'on en est rendu là, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était pas ça, c'était plus se protéger. Moi, j'ai été éduquée d'une manière que ma mère, constamment, elle avait peur que je me fasse violer. Tout ce qui entourait les hommes, c'était tout le temps, les actions qu'elle prenait, c'était tout le temps dans une peur que je me fasse violer. Puis je me rappelle vraiment bien quand mon frère, c'est un homme trans, il a eu ses règles pour la première fois. Ma mère, elle a dit je veux juste m'assurer que c'est vraiment ses règles puis qu'elle s'est pas faite violer. Puis je me disais, c'était ça le réflexe. c'est le réflexe de ma mère. Ça n'a pas été de savoir que mon frère avait ses règles, c'était que peut-être qu'il s'était fait violer. Comment tu peux, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment particulier parce qu'on s'est fait élever comme femme dans cette espèce de peur-là. Tu sais, il faut pas marcher seul le soir. C'est vraiment, tu sais, on nous racontait quand même le petit chaperon rouge quand on était enfant. Tu sais, ne marche pas dans la forêt seul le soir parce que tu vas te faire attaquer. Tu sais, ne va pas chez un inconnu. Ne va pas chez un inconnu, c'est ça. Fait qu'on s'est fait élever dans cette espèce de peur puis de vigilance. Puis maintenant, comme adulte, on en parle puis on se fait dire qu'on capote pour rien. Fait que t'es comme, ben là, je fais quoi d'abord? Est-ce que j'arrête de me protéger? Je pense en effet qu'encore une fois, on parle de culture du viol qui amène à le banaliser, à le diminuer. Fait c'est tellement normal et on le banalise, mais aussi on ne veut pas l'adresser. C'est plus facile d'émettre une tonne de stratégies, en fait, pour venir l'éviter. Puis encore une fois, au lieu de parler d'une culture qui concerne tout le monde, on isole des personnes. Parce que là, ça devient ta responsabilité individuelle d'éviter de te faire violer. C'est ça. Si tu voulais pas te faire violer, tu avais juste à pas porter une jupe courte, tu avais juste à pas porter décolleté, tu avais juste à amener ton verre avec toi à la salle de bain puis à pas le laisser traîner si tu voulais pas te faire mettre du GH dans ton verre. Ça, c'est comme plein d'affaires où c'est beaucoup aux potentielles victimes, j'ai envie de dire aux femmes, de trouver des stratégies individuelles de se protéger, alors qu'au final, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais dans les dernières années, j'ai l'impression que le commentaire, justement, t'étais habillée comment, tu sais, je pense que ça a quand même passé. J'ai l'impression, en tout cas, les hommes ne se permettent plus autant de dire ce commentaire-là. Il y en a encore, là, évidemment, comme dans tout. Mais ça a comme passé ce message-là, puis c'est comme un commentaire plus désuet. Il y a d'autres commentaires que moi, j'entends encore, c'est « ben là, tu l'as embrassé ». Ben là, tu étais en date avec lui, dans le fond, tu voulais. Ah, mais tu étais chez lui, tu es allé chez lui. Ou « ah, mais c'est ton attitude ». Comme tu avais une attitude comme flirty. Fait que comme tu voulais, comme avant, tu avais une attitude comme flirty au bar. Ou, mais tu l'as laissé te suivre. Comme tu l'as laissé venir. Là, si tu voulais pas, tu pouvais juste genre le frapper, puis hurler, puis devenir une folle. Tu sais, genre des trucs de même. Comme, mais quand je l'ai dit que je voulais pas, que j'étais pas consentante, mettons, là, j'ai besoin de hurler, puis me battre comme pour que ça soit compris. Tu sais, des trucs comme ça, là, j'ai l'impression que les préjugés, maintenant, c'est plus autant sur les vêtements, c'est plus sur... mais tu parles souvent de sexe. Mais ça démontre oui, tellement. Ça démontre à quel point c'est plus facile, je pense, pour la société en général d'accuser les victimes, en fait. C'est vraiment plus facile ça que se demander comment ça se fait qu'il y a eu risque de viol et aussi d'ouvrir finalement cette boîte de Pandore-là. Hein. J'ai l'impression, on en parlait justement, mais à quel point l'affaire d'Alice aussi, la réaction des gens, c'est beaucoup plus facile de venir blâmer une victime que de dire qu'il y a eu viol. On a un inconfort à nommer ça parce qu'on perçoit encore le viol, mais aussi tout ce qui s'y apparente, donc les notions liées au consentement, tout ça. On a tellement de difficultés à gérer ça, puis on veut pas le faire, que c'est plus facile de gérer les victimes. Mais j'en reviendrais sur un truc que tu as dit, Karine. Tu disais, mais tu l'as embrassé, tu es allée chez lui et tout. Il ne faut pas oublier que le consentement, c'est quelque chose qui est renouvelable. Tu sais, je pourrais être totalement nue devant quelqu'un puis faire, hey, tu sais quoi, finalement, je le file plus.
c'est quelque chose qui se renouvelle. Tu sais, tu peux avoir envie, par exemple, de rentrer avec ta date quand tu es au bar. Puis une fois que tu arrives chez lui, ben, tu es comme, hey, finalement, j'ai peut-être trop bu, ça me tente plus vraiment. C'est juste que comme c'est tellement fort dans nos têtes aussi en tant que femmes, qu'on va avoir tendance à s'invalider nous-mêmes aussi, là. Oui. C'est ça qui est délicat. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait parler comme pendant 2 heures de ce qui peut se passer dans nos têtes dans ces moments-là. Mais moi, je l'ai vécu quand même, ce moment-là, tu sais, d'être chez un gars puis de faire Ah, ça me Finalement, ça me tente tente plus plus. tant, mais je suis là. Fait que de quoi je vais avoir l'air si je lui dis que ça me tente plus? J'ai quand même envoyé plusieurs signaux qui lui montraient que j'avais le goût. Puis là, ça me tente plus. Ouais, peut-être que c'est plus facile de juste coucher avec que d'y expliquer puis d'essayer de me justifier que ça me tente plus, tu sais. C'est Ça, vraiment, vraiment intense, là. ça fait partie de la culture du viol, mais est-ce que c'est un viol? J'ai de la misère, moi. Moi, c'est ça, en fait, la nuance. C'est que pour moi, ça, c'est pas une agression, c'est pas un viol, mais ça fait partie de la culture Mais du viol. Ça fait, oui, c'est ça. ça fait partie exactement. Puis je pense que tu soulignes un vraiment bon point, que encore une fois, qu'on parlait de ce continuum-là. Donc, d'arriver à moi-même, finalement, peut-être me forcer à avoir une activité sexuelle dont je n'ai pas envie et par peur de représailles, même si j'envoie tous les signaux que c'est correct, c'est on n'appelle pas ça du consentement. Est-ce que l'autre personne est impliquée dans ma décision et peut comprendre? Peut-être pas. On n'est pas Mais dans non. un viol, mais on est dans une culture du viol. Ouais, mais tu sais. c'est la culture du Ouais. viol. Pour moi, il y a une distinction entre un autre humain m'a agressé et je me suis agressée moi-même. Mhm. Puis je pense que dans ce Ah, cas-là, ouais. c'est ça qui est arrivé, c'est la culture du viol est en nous, Mhm. puis nous-mêmes, on s'est Mhm. auto-agressé en permettant des actions sur notre corps qu'on n'avait pas envie d'avoir. Ouais, Fait que pour c'est moi, hyper la intéressant. nuance est là. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression que si on démonise puis on met la personne qui a eu une relation sexuelle avec cette femme-là à ce moment-là comme étant un agresseur, comment on voulait qu'il sache, c'est là que c'est pas correct. Mais je pense que dans la culture du viol, puis ce qu'on dénonce, c'est pas ça, là. Non, non, c'est ça. C'est pas ça. Puis je pense qu'il y a eu, en tout cas, moi, pendant... je parle de ça parce que pendant le premier MeToo, moi, j'étais à Occupation Double, fait qu'on n'a pas eu on n'a pas été au courant de tout Ok. ça. Éric Salvaille, cette saga-là. Nous, on n'a pas été au courant. Tu sais, moi, j'étais pas là pendant 3 mois et demi, puis ça a été exactement dans cette période-là que ça a été le plus gros chunk. Fait que j'ai pas vraiment été au courant quand je suis revenue. Puis après ça, il y a eu le deuxième avec l'histoire Marie-Pierre Morin, puis Ouais, l'été Safia Nolin. 2020. C'est ça, Ouais, 2020. c'est ça. Cette période-là, moi, j'ai lu plein d'histoires qui, pour moi, faisaient partie de la culture du viol, qui étaient ce que je viens de dire, c'est des femmes qui se sont eux-mêmes pas respectées parce que on a été élevés dans une société qui banalise puis qui encourage la culture du viol. Mais c'est pas... Je trouvais ça vraiment, vraiment dommage et invalidant pour les vraies victimes de mettre ces hommes-là sur la liste d'agresseurs quand je me disais comme à quel point cet homme-là, mettons, peut le savoir, que comme si t'as tout fait les signes que tu voulais, puis t'étais là. Puis c'est là que je comprends dans le système légal le problème de comme déclarer une agression ou pas. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que les hommes Se sont braqués. c'est genre, Mais il y a puis que là, ça, mais ils pensent que la majorité des agressions puis que des femmes qui dénoncent, c'est ce genre de situation-là. Quand c'est pas le cas. oui, puis tu sais, je C'est pense pas que tu ça. amènes un point intéressant, mais j'aimerais quand même y apporter certaines nuances au sens où il y a aussi un phénomène qui est très marquant dans la culture du viol. Oh, excusez, une petite mouche. Qui mon Dieu, j'ai perdu mon point. Tu as dit, il y a un phénomène qui est très marquant dans la culture Oui, du en viol. fait, c'est en fait d'avoir de la difficulté à reconnaître tous les éléments qui amènent à une expérience, par exemple, notamment d'agression sexuelle ou de non-consentement. Ouais. Puis, on l'a nommé justement dans la culture viol, il y a tous les éléments qui peuvent m'amener, moi, à me dire, je vais préférer peut-être me soumettre à quelque chose en vue d'éviter cette agression-là, parce qu'il y a quand même ça derrière la tête. Je vais me soumettre, je vais comply, mais il y a quand même derrière la tête que je vais éviter ce que moi qui me fait peur, qui est cet épisode d'agression qui serait violente, là, finalement, là, parce qu'on ne Exact. sait pas le risque que ça peut avoir. Donc, il y a ça. Donc, il y a, je pense, se faire violence parce que mon éducation se base là-dedans, mais il y a quand même le risque que l'autre me fasse violence qui m'amène à prendre une décision qui n'est pas nécessairement juste. Je pense aussi que, comme on l'a vu avec les cas, notamment au travail,
sais, si malheureusement, autant pour les personnes qui vivent quelque chose, mais les personnes ça peut expliquer pourquoi les personnes ne dénoncent pas, c'est que c'est pas si simple que ça. On a tendance à croire qu'un viol, ça va être dans une ruelle sombre, ça va Non, être c'est hyper ça, c'est violent, pas ça. on va s'insurger, il va y avoir des marques de violence, il va falloir qu'on réagisse, mais la plupart du temps, c'est insidieux, il y a un bouillonnement qui se fait tranquillement, pas vite. Et on a tellement donné d'excuses parce que ben, même moi, comme personne peut-être qui ne l'a pas vécu ou qui devrait, par exemple, dénoncer un Éric Salvaille, ben, j'ai ma job on the line, j'ai peut-être ma réputation auprès de d'autres boîtes. Peut-être que je ne vais pas m'en mêler parce qu'on a appris aussi que la vie privée, hein, ça ne nous concerne pas. Donc, il y a plein, on va se donner énormément d'excuses et pas nécessairement de manière vicieuse, mais juste parce que c'est nos réflexes qui nous amènent à ne pas vouloir interférer. Et quand on arrive à des situations où est-ce qu'on est comme, ah ben finalement, il y a comme une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont porté agression. Puis on se dit, ah ben, pourquoi personne n'a dénoncé? Mais c'est un petit volcan tranquille. Donc, il y a ça, puis il y a aussi l'aspect, en fait, de notre conception d'à quoi ressemble un viol, justement, a un impact sur comment les hommes, notamment parce qu'on a aussi beaucoup fait un discours où les hommes devraient être concernés. Et ici, je me ressens pas comme un perpétrateur, perpétuer, un perpétreur. Perpétuateur. En tout cas, quelqu'un qui pourrait perpétrer des viols, parce que j'imagine que la personne va clairement m'avoir dit non, la personne va clairement avoir émis des signes qu'elle n'était pas consentante et que moi, je ne ferais pas ça. Mais j'arrive pas non plus à me reconnaître là-dedans et je ne suis pas un monstre. Et c'est vrai que le 3/4 des gens, en fait, 99,9% des gens ne sont pas des monstres, sinon on ne vivrait pas en société. Mais pourquoi je dis que ça nous concerne tout le monde, même si je ne considère pas que j'ai agressé quelqu'un, c'est de se demander ben, qu'est-ce qui a été mis en place dans ma dynamique avec cette personne-là pour arriver à une situation où la personne ne s'est pas sentie en sécurité et a fait quelque chose auquel elle ne consentait pas. Puis là, on peut vraiment être, encore une fois, dans une situation, comme tu l'as nommé, où la personne va vraiment faire paraître, à la limite, qu'elle en a envie pour éviter des conséquences. Donc là, bien entendu, on n'est pas devin, on n'est pas au dîner non plus. Ben, c'est ça. On ne devine pas les messages. Mais est-ce que la personne peut-être était dans l'hésitation? Est-ce qu'il y avait un manque peut-être d'opportunités, oui, d'enthousiasme, mais aussi des fois de proposer des opportunités d'en sortir? Si on sent que la personne, elle hésite, puis encore une fois, c'est normal, on est aussi dans une date. Fait que moi, je suis stressée, je veux m'assurer que ça se passe bien. Peut-être que mon réflexe, c'est pas de valider parce que je suis comme, oh non, j'espère que ça va bien se passer puis que je vais pouvoir scorer. Puis tu sais, ça fait pas quelqu'un d'agressif pour autant. Mais est-ce que j'ai dit, hey, t'es-tu sûre? OK, il est un peu tard, ça te va si on prend un autre verre ou est-ce que tu as envie qu'on remette ça la prochaine fois? Donc, des fois, c'est d'assurer qu'il y a des situations où on donne des chances à la personne, en fait, d'en s'en sortir puis qu'elle sache qu'il n'y aura pas de conséquences. Quand tu as dit tantôt, on le sait pas, nous, c'est quoi, dans le fond, une agression, puis c'est pour ça qu'on a de la difficulté puis qu'on doute. C'est quoi, une agression? Eh bien, c'est un spectre, mon Dieu, là. Mais est-ce qu'il y a des exemples? Comment on peut le... Parce que moi, honnêtement, avant 2020, je ne savais pas. Mais oui, bien, la plupart des gens ont vraiment une description assez claire que ça va être une agression, encore une fois, souvent par une personne qu'on ne connaît pas. Il va y avoir une certaine restriction physique où il va vraiment avoir un certain contrôle qui va être émis, de manière que ça va être évident qu'une personne qui ne veut pas et une personne qui veut au point à, en fait, à surpasser finalement les besoins de la personne qui est devant elle. Puis écoute-moi si jamais tu veux rajouter. Non, je t'en prie. Je suis passionnée par tes paroles. Mais il y a aussi un continuum d'action où est-ce qu'au sens où on le voit avec les contacts qui sont non désirés, par exemple, dans les transports en commun, on le voit avec les commentaires qui ne sont pas désirés non plus sur l'apparence, on le voit aussi avec les situations où est-ce qu'on n'a pas demandé le consentement parce qu'on se doutait peut-être que la réponse serait non, puis on n'a pas voulu ne pas avoir notre situation, en fait, ne pas avoir notre petit joujou, finalement. Fait qu'il y a une gradation quand même de circonstances où on fait fi du consentement et pour des raisons qui, bien entendu, ne vont pas dans la bienveillance de l'autre. Et donc, là, moi, je pourrais considérer qu'il y a bris de consentement et qu'il y a potentiellement agression, en effet. Après, encore une fois, je mets vraiment des bémols parce que ça demande que la personne qui l'a vécu le reconnaisse aussi. On ne va pas mettre des mots dans la bouche de quelqu'un. Et là, je ne parle pas non plus du concept légal parce qu'il y a des définitions qui sont claires et qui ne sont pas nécessairement toujours
aligné avec la réalité, la diversité des réalités, mais il ne faut pas se limiter. Je veux dire, on le voit quand même que si on fait des études sur les agressions sexuelles, sur les contacts sexuels non désirés, par exemple, surtout si on parle de consentement sexuel, il y a environ une femme sur 3, en fait, en Amérique du Nord, qui va l'avoir fait au moins, en fait, qui va avoir été exposée à ça au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Par contre, il y a 0% d'hommes qui commettent des agressions, mais on a des statistiques qui nous montrent que 98 quelques % des agressions sont des hommes. Donc, il y en a qui se passent. Les gens reconnaissent qu'elles ont vécu quelque chose qui est traumatisant, mais est-ce que les personnes qui ont tendance à émettre ces traumatismes-là, peut-être n'ont pas les mêmes mots parce qu'on a cette image du viol qui est beaucoup trop stricte versus ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si ça brouille encore plus les cartes ou si ça éclate. Mais il y a une zone floue quand même. C'est flou. Je pense que c'est ça qu'on essaie de... C'est vrai qu'elle est floue, cette zone-là. La fameuse fois où ça nous tentait peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'on n'a pas envie nous-mêmes de se considérer comme une victime aussi cette fois-là. Puis ça, c'est vraiment correct aussi. C'est-à-dire, ça me tentait pas tant que ça. J'ai pas été capable de le nommer puis de le communiquer à l'autre. Je me considère pas comme une victime. Je vais continuer ma vie, puis je vais peut-être essayer de ne plus me retrouver dans cette posture-là, ou je vais peut-être me questionner à pourquoi je me sens pas à l'aise, pourquoi je me suis pas sentie à l'aise cette fois-là de dire que ça me tentait pas. Puis ça peut être un cheminement qu'on fait avec nous-mêmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai pas ressenti le besoin personnellement de call out des gens, mais je me suis dit, OK, peut-être que le travail que je peux faire, c'est justement moi me documenter sur cette espèce de spectre dont tu parles, de culture du viol, puis me questionner, moi, selon mon expérience, puis mes expériences, pourquoi toutes ces fois-là, j'ai pas eu la confiance ou la légitimité de dire, hey, tu sais quoi, je pense que je vais rentrer ce soir. Puis il peut peut-être être là, en fait, peut-être qu'il y a une partie de la réponse qui est là-dedans aussi, se questionner vraiment sur comment on s'est senti vraiment, puis de peut-être prendre contact avec cette petite voix-là aussi qui nous disait, hey, tu sais quoi, tu devrais peut-être aller prendre le dernier métro, en fait. Puis se donner de la clémence aussi. Ben oui. Excuse-moi. Pas de stress. Comment la culture du viol se présente dans notre société? On parle de banalisation. Comment on encourage d'une manière un peu inconsciente la culture du viol? Ben, je pense que si on reprend cette image de spectre, je pense qu'au début du spectre, il y a des commentaires. Ça passe beaucoup par des commentaires, des conversations. On parle parfois des conversations de vestiaire, mais ça peut être une conversation de bar, ça peut être entre amis. Des commentaires, en fait, on va entendre des commentaires puis on va pas les reprendre, par exemple. On entend notre ami qui va slut-shamer, par exemple, une femme, ben on n'intervient pas. Ça, techniquement, c'est comme la culture du viol se présente, mettons, entre nos pintes de bière, puis nous, on le laisse aller. Ça peut être des commentaires, le fameux catcall. Ça, c'est de considérer qu'une femme qui se promène dans la rue, ben, elle n'a pas le droit d'avoir de tranquillité dans l'espace public. C'est un corps qui se promène, que tu as le droit de commenter, que tu as le droit d'interpeller comme si cette personne-là n'avait pas de sentiments ou d'émotions. Puis bon, après ça, évidemment, ça grimpe vraiment jusqu'à ce qu'on considérerait comme l'agression typique, mettons. Là. Oui, puis tu sais, ce qu'on a nommé aussi pour moi, tous ces comportements-là qui sont adaptatifs au risque de viol sans nécessairement mettre le doigt sur le vrai bobo qui est le viol. Pour moi, ça fait vraiment intrinsèquement partie de la culture du viol. Donc, toutes les stratégies qu'on met en place pour protéger les personnes, pour éviter le viol, parce qu'on sait que ça peut arriver et on se doute aussi que ça sera mal géré, ça en fait partie. Tu sais, la manière qu'on traite aussi les cas qui sont judiciarisés, la façon, on parle de culture du viol, tu sais, c'est pas juste les personnes qui sont concernées, les médias, comme on parle de culture du viol. Oui, vraiment. On parle de cas aussi qui sont judiciarisés. Comment est-ce qu'on commente aussi avec notre famille? Voyons, justement, on parlait de l'affaire avec Alice Paquet. Comment est-ce qu'on a commenté ça? Comment est-ce qu'on a voulu la blâmer? Ça peut avoir des répercussions. Puis on parle encore une fois culture, donc croyance, c'est ambiant. Donc si j'en parle, j'ai quelqu'un peut-être qui a vécu ça, qui considérait peut-être tomber en procédure judiciaire ou dénoncer, ça va vraiment refroidir. On le voit que malheureusement, il y a une personne sur 3, en fait, une femme sur 3 va être victime, mais aussi pourquoi on n'en entend pas parler et pourquoi on a l'impression que ça n'arrive pas tant que ça puis qu'on se sent finalement surpris du nombre, c'est qu'on ne parle jamais, en fait, des agressions. C'est tellement tabou. Mais ça choque. Ça choque énormément. Quand on en parle,
c'est comme si la personne change sa vision Ouais. de l'autre. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui change dans le regard, dans la manière de traiter l'autre personne. Il y a comme un genre de vague de pitié. Tu sais, même moi, envers les victimes, pendant la vague de dénonciation, j'avais comme un malaise envers les personnes qui avaient vraiment vécu des agressions que je trouvais horribles. Puis Les personnes qui étaient porteuses d'un tabou, en fait. Ouais, là, je me sentais comme malaisée Ouais. avec ces gens-là. Ouais. Puis ça fait partie, ça aussi, je pense. Ouais, Il y a comme, exactement. Mais tu parlais, Morac, des médias, là, ça me fait penser à un truc que j'avais lu récemment. Vous remarquerez, là, moi, on dirait que j'ai mis ces lunettes-là, puis je suis plus capable de les enlever, mais souvent, les titres de journaux, ça va être telle personne s'est fait agresser. Ça, c'est un bon exemple. Puis on devrait plutôt dire telle personne a agressé une autre personne. La formule passive versus la formule active, ça a vraiment ça a l'air banal, mais ça a vraiment un gros impact sur la façon dont on perçoit cette situation-là, finalement. Oui, totalement. Il y a plein d'autres moyens aussi de contribuer. Des moyens, tu sais, des moyens, comme si c'était. Il y a plein d'autres façons. Je vous donne les trucs Les pour stratégies. contribuer à la culture du viol. Vous pouvez. Il y a le harcèlement de rue, du harcèlement, les photos sur les réseaux sociaux non Il y sollicitées. a les représentations aussi dans les rom-coms, on en parlait dans les comédies romantiques ou même dans nos standards de dating. Hein, tu sais, le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est ça que je voulais parler. Oui, dans les rom-coms, là-dessus, ça, c'est hyper intéressant parce que les films qu'on écoutait au début des années 2000, là, fin 90, je pensais juste à... L'autre fois, j'ai réécouté The Notebook, puis que moi, je me suis toujours dit « Ah, wow, c'est tellement un film extraordinaire et tout, Ryan Gosling. » Mais en fait, on réalise qu'au début du film, Ryan Gosling, il propose au personnage de... Comment elle s'appelle? Rachel L'actrice... McAdams. ouais, c'est ça. Il lui propose à plusieurs reprises de l'amener en date et elle lui dit non à plusieurs reprises. Et finalement, le moment où elle finit par accepter, c'est parce qu'il est accroché sur une des nacelles de la grande roue. Puis il lui dit, si tu me dis pas oui pour une date, je me jette en bas. Puis nous, quand on voyait ça, quand on était ados, on était comme... On parlait de consentement. Ça, c'est un exemple. C'est ça, c'est que là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme... Aïe, aïe, en fait, elle a dit non. Tu sais, c'est comme si on avait l'impression que non, ça veut dire convainc-moi. Tu dis non, mais en fait, ça tente. Ça peut-être te donner 2-3 arguments. Fait que ce oui-là, finalement, tu sais, ça fait comme une boucle aussi avec ce qu'on avait. Est-ce que ce oui-là, il est vraiment éclairé? Il est vraiment... Tu sais, c'est un vrai oui? Exact. Je veux pas mettre la faute sur les femmes, évidemment, mais j'ai l'impression que même nous, on y contribue un peu à la culture du viol. Encore une fois, culture qui concerne tout le monde. C'est ça. Exactement. C'est pour ça, parce que j'ai un exemple... dans mon cercle proche, une de mes amies, elle me disait, on en parlait, puis elle me disait, je suis partie, on partait en voyage, puis elle était comme, je suis partie, puis on n'a pas couché ensemble avant de partir avec son chum, parce qu'il n'a pas fait les pas vers moi. Puis j'ai essayé, mais il voulait pas. Là, je dis, t'as essayé? Puis elle a dit, ben oui, je m'étais mis jolie, puis c'était clair que je voulais. C'était ça, les signes. Comme, tu l'as-tu communiqué que tu voulais? T'as-tu vraiment fait comme des actions? Puis tout? Elle dit non, parce que j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand c'est juste lui qui fait, puis qui me montre qu'il me désire. Sinon, ça me tente pas. Puis là, je pensais à ça, puis j'étais comme, ben moi aussi, évidemment, je veux que mon chum, il me désire. J'ai pas de chum, là, mais comme quand je suis en couple, je veux que la personne me montre du désir. Puis souvent, je préfère quand c'est l'homme qui initie, effectivement. Puis, plus tard, je parlais avec un gars que j'ai un peu fréquenté, puis il me disait que lui, ce qu'il aimait pas dans sa relation passée, c'était que c'était toujours lui qui initiait. Que c'était jamais l'inverse, puis qu'il avait l'impression qu'il devait se battre tout le temps pour avoir une relation sexuelle, qu'à un moment donné, il se sentait comme dégueu de toujours devoir être celui qui fait les moves, puis il dit, tu sais, elle refuse jamais, elle a toujours envie, mais c'est toujours moi. Parce que elle, c'est ça qui l'excite, c'est que c'est jamais elle qui démontre, genre, de l'intérêt avant. C'est toujours moi, puis elle fait toujours comme un peu, genre... C'est comme ça. Si elle veut pas, mais dans le fond, elle veut, tu sais. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on a appris. Tu sais, juste dans les films de Disney qu'on écoutait, là, tu sais, la jolie princesse qui attend que le prince charmant vienne la séduire. Puis là, on pourrait parler aussi de... Ça a rapport aussi, là, le fait que le prince charmant embrasse la princesse endormie là, pendant son sommeil. Là, pour la réveiller, c'est ça. Puis on est vraiment dans des manifestations de femmes très, très passives, presque comme une proie qui attend d'être chassée par l'homme. Mais quand on parle d'encourager, ça en est un exemple. C'est encourager d'avoir une dynamique de
persévérance et d'ignorer aussi mes signaux de peut-être que j'en ai pas envie, en fait, de comme aller outre ça. Après, encore une fois, on veut pas shamer les personnes qui se vivent dans cette dynamique-là puis qui ont vraiment envie de ça. Le problème, c'est de le généraliser à tout et de complètement éviter, en fait, de clarifier parce que c'est ça qui arrive aussi dans la culture du viol, de banaliser. C'est d'amener, en fait, que la priorité, finalement, ça pourrait être, par exemple, en contexte de date, de scorer. Donc, tant que la personne ne me dit pas non clair avec un gros stop, puis même malheureusement, des fois, quand ça arrive, ben, je vais continuer à essayer de me faufiler pour obtenir ce dont j'ai envie. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ville de fuite. Bon, on y reviendra plus tard. Ah, mais on parlait de banaliser. Excusez, oui. And she's back. Non, on parle de banaliser. Moi, je veux aussi parler de la pression, en fait, qui existe, que les hommes ont toujours envie. Ah, c'est ça que j'allais dire. Hein, qui fait qu'un homme ne peut pas être agressé parce qu'un homme en a toujours envie. Donc, ça, on en parle de banaliser, en fait, le non-consentement des hommes. Ça n'existe pas. Même, j'ai plusieurs personnes aussi qui, dans mon entourage qui pourraient dire que ben, la fille, elle a vraiment insisté. En fait, la fille a vraiment dépassé mes limites dans un contexte hétérosexuel ou même gay parce qu'on s'attend qu'à un moment donné, je vais finir par avoir envie parce que je devrais en avoir envie. Fait que ça, c'est vraiment problématique. Puis ça amène aussi beaucoup dans des dynamiques genrées à attendre que l'homme fasse des gestes et à finalement être zéro dans la gentilité. Oui, puis de considérer que l'homme, il y a des pulsions. Oui. Il y a ça aussi, là, puis on l'a entendu, ça. On l'a entendu ça dans le procès dans l'affaire Pellico. Il y a beaucoup de ces hommes-là. Bon, premièrement, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps aussi de la culture du viol, comment elle s'est incarnée dans le procès Pellico. Là. Il y a quand même quelque chose de particulier de se dire qu'il y a autant d'hommes dans un petit village du Vaucluse qui ont été convaincus que c'était que cette femme était consentante. Il y en a beaucoup qui ont dit ça parce qu'ils disaient ben, le mari nous a dit que sa femme voulait, donc c'était correct. Là. Ça, c'est comme si le consentement de la femme appartenait à l'homme, en fait. Puis moi aussi, j'ai perdu mon idée par rapport à mais ça. oui, que ces hommes-là, en fait, ils avaient des pulsions. Il fallait qu'ils assouvissent des pulsions. Mais c'est pas de ma faute. Mais il y a quelque chose aussi qui faisait questionner que je me dis à quel point les hommes, mettons, à cause de ça, à cause qu'on a cette pensée-là que les hommes ont des pulsions puis ils ont toujours envie ou peu importe, se font agresser d'une certaine manière plusieurs fois, mais considèrent jamais ça comme des agressions. Non. Fait qu'évidemment qu'ils considèrent pas qu'ils agressent quand ils agressent parce qu'eux-mêmes sont pas capables de le voir à cause de des idées préconçues. Mais pourtant, ils vivent des traumatismes après par rapport à ça, puis ils vivent des inconforts, puis ils ont des émotions par rapport à ce qu'ils ont vécu. Fait que le résultat est le même au niveau des symptômes après. Chez les deux personnes, mais juste eux autres, ils sont pas capables de considérer ça à cause du patriarcat. Et de la masculinité. On a une image de ce que c'est. Même, je reprends dans l'affaire quand même Pellico, mais c'était flagrant de voir qu'il y avait plusieurs personnes qui, malgré toutes les preuves aussi, quand on fait le travail de prouver, déjà que c'est difficile à prouver, quand les preuves sont là, ben il n'y a pas eu viol. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'intention de violer. Fait que je n'ai pas eu l'intention de dépasser les limites de la personne ou moi, je ne me considère pas comme une personne. Il n'y avait pas l'intention de violer. Mais même, il y a des personnes qui ont dit « j'ai violé, mais je ne suis pas un violeur ». Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans la perception de c'est qui cette personne-là qui commet des agressions et à quoi ça ressemble une agression. On voit que même les personnes qui se font accuser, qui reconnaissent leurs actes, veulent quand même pas se reconnaître comme cette image-là du monstre qu'on a créé. Donc ça empêche énormément de personnes de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. T'sais. OK, mais je pensais que tu allais dire autre chose. Je vais l'ajouter là aussi. C'est que dans une affaire comme l'affaire Pellico, le principal accusé, Dominique Pellico, il a avoué ses crimes et il y a des preuves vidéo. Exact. Et on est quand même en train de remettre en question la parole de Gisèle Pellico. Moi, ça m'a frappée. Tu sais, tous ces hommes-là, on a leur face on tape et il y a quand même un système de justice qui va dire à cette femme-là, oui, mais vous aviez peut-être des tendances exhibitionnistes. Oui, mais est-ce que vous étiez vraiment droguée alors que cette femme-là ronfle comme un camion sur les vidéos? Fait que moi, ce que je me disais, c'est même dans ce scénario-là qui est... Stéréotypé, là. Oui, et en gros guillemets, parfait. Tu sais, Gisèle Pellico, c'est une petite madame du sud de la France, bon chic, bon genre, tu sais, et même avec des preuves et un accusé qui avoue, on la croit pas. Fait qu'imagine quand c'est, mettons, une femme racisée, pauvre, jeune aussi. Jeune, donc, avec aucune preuve.
Et C'est désirable, en fait, c'est et ça. désirable. Fait qu'évidemment qu'on la croira pas. En Mhm. fait, si même dans un cas parfait comme celui-là, on remet la parole de la victime en question. Fait qu'il faut se lever de bonne heure, là, Oui, pour, 100%. pour remettre tout ça en question. Ça vient au sujet all men versus not all men. Ouais. C'est ce qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, Ouais. là, les femmes, les féministes, le côté extrémiste de dire Mm. tous les hommes, tous Ouais. les hommes. Mhm. Mais on dit pas tous les hommes sont des agresseurs. On dit juste Non, tous les hommes sont concernés par la culture du viol. il y a ça. Mais la phrase, c'est all men. Puis le not all men, pas tous les hommes. Pourquoi ça nuit au discours? Oui, ben ça a été évoqué, en fait, justement en réponse pour dire que tous les hommes ne sont pas violeurs. Et là, on a quelque chose qui nuit, de un, parce que all men, ce que ça veut dire, en fait, puis j'aime bien, c'est quelque chose qui a été repris. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, je l'ai vu, mais donc, je pense on peut dire not all men, but any man. Donc, pas tous les hommes, mais n'importe quel homme. Et ça, pour moi, c'est la phrase qui signifie la culture du viol. Mhm. Je prends pour acquis, en fait, que ça peut être n'importe quel homme. Ça va pas être tous les hommes devant moi, mais ils pourraient tous Ouais. vouloir m'agresser. Et ça m'amène à avoir des stratégies, tout ça, qui m'amène à vouloir éviter l'agression. Et pourquoi ça nuit? Parce que de un, encore une fois, on focus sur des individus et on focus sur nos perceptions de ce qu'est une personne qui agresse. Et vu qu'on se reconnaît pas là-dedans, ben on se dissocie des réflexions et ben ça fait que, comme tu disais, non seulement on questionne pas nos comportements, on questionne pas les comportements de nos boys Mhm. et on questionne pas les comportements qui seraient fautifs même dans les médias. Tu sais. Puis je pense que dans les vagues comme MeToo, ça a vraiment ébranlé beaucoup de personnes parce que les gens se sont mis à se questionner, est-ce que j'ai déjà violé? Mais encore une fois, là, on voit, il fallait déconstruire c'est quoi un viol, il fallait déconstruire c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans. Puis c'est ça qu'on veut. Comment est-ce que moi, je contribue à ce système? C'est pas est-ce que je devrais me faire dénoncer absolument? Non, j'ai jamais agressé, fine. Est-ce qu'il y a des fois où je suis pas intervenue? Est-ce qu'il y a des fois où j'ai invalidé quelqu'un? Mhm. Est-ce qu'il y a des fois où j'ai dit à mon ami, texte-moi quand tu arrives chez vous parce que justement, je fais pas confiance avec mon chum avec qui tu pars du bar, par exemple. Mhm. Donc, ça nous décentralise, en fait, du discours qui concerne tout le monde. Donc, ça Ouais. pose problème. Puis, encore une fois, si jamais je suis dans une rue et que je considère que tout le monde est à risque, je connais pas tout le monde. Mais ça envoie aussi le message que en fait, je pense que ce que j'aimerais donner un exemple quand les gens ils disent not all men, c'est malheureusement, puis je trouve que c'est un bon exemple qui frappe souvent, puis je m'excuse de l'image que ça peut donner, mais est-ce que si toi, par exemple, tu te sens pas concerné par la culture du viol, tu considères pas que tu es un agent de ça, est-ce que tu laisserais ton enfant ou ta jeune fille dans une salle avec 20 hommes pendant une journée? Probablement que non. Est-ce que tous ces hommes-là, tu sais qu'ils sont violeurs? Non, mais tu as peur qu'il y en ait au moins un, ou tu as Ouais. peur qu'en pire qu'ils soient tous. Fait que Mais ouais, any man. l'autre fois, mon chum, Mais là, est-ce que tu il le en... fais avec 20 femmes? Non. Oui, dans le sens où Ouais, tu dis oui. c'est ça. Est-ce que tu aurais la même inquiétude? Non. Fait que c'est ça le all men. L'autre fois, mon chum, là, il m'a donné un exemple. Je pense pas que c'est lui qui l'a inventé. Je pense qu'il a dû le voir sur les réseaux sociaux, mais il disait, je trouvais ça fou. Il disait, si sur un comptoir devant toi, il y a 20 cupcakes, tu sais qu'il y en a un qui est empoisonné. Mm. Ça va-tu te tenter de te pitcher dans les cupcakes pour les manger? Non. Mhm. Mais c'est pas Est-ce tous que tu des vas cupcakes traiter tous les empoisonnés. cupcakes comme potentiellement empoisonnés? Oui. Oui, exact. Mhm. Exact. Puis C'est un aussi, excellent exemple. oui, vraiment. Puis ça m'amène aussi à l'exemple qui a beaucoup circulé dans les derniers mois, l'homme ou l'ours. Oui. Mhm. C'est ça, pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, là, c'était sous forme de vox pop. On se promenait dans la rue et ben pas on, là, on exclut la personne qui parle, là, Oui. j'étais pas là, mais il y avait des gens qui se promenaient. toi. Donc, cette personne demandait aux gens, est-ce que vous préféreriez, si vous marchiez dans les bois, est-ce que vous préféreriez rencontrer un homme ou un ours? Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de femmes qui répondaient, je préférais un ours. Parce qu'elle disait, au moins, je peux me cacher. Il y avait même des exemples du genre, si je dis à l'ours que je me suis fait violer, il va me croire. Tu sais, hein. Non, c'était pas ça. C'était, si C'est je rough. dis que l'ours m'a attaqué, on va me croire. Mais C'est c'est ça. un bon exemple. Exact. Et là, il y a plein d'hommes, évidemment, qui disaient, mais c'est n'importe quoi, comment vous pouvez dire ça de nous, blablabla. Et là, il y a eu comme une deuxième partie où on demandait plutôt à des hommes, si votre fille ou votre sœur ou votre blonde se promenait dans la forêt, est-ce que vous préféreriez qu'elle rencontre un homme ou un ours? Et ces hommes-là répondaient un ours. Mhm.
Donc, c'est quand même assez frappant. Mhm. Ça montrait de manière extrêmement claire que les hommes aussi sont conscients que les autres hommes Ouais. peuvent représenter un danger potentiel Mhm. très concret. Mhm. Ça me donne des Ouais. frissons de dire ça. Ben oui, mais c'est ça qui est fascinant avec la culture du viol, c'est que justement, le viol est tellement, encore une fois, banalisé, le risque est tellement présent, mais est tout de même tabou. Donc, le Allman, le risque, en fait, c'est de m'inclure dans ces Mm. Allman-là Ouais. ou d'inclure Ouais. les gens que moi je connais, que je ne reconnais pas comme Ouais. pouvant être ces hommes-là. Donc, pourquoi les hommes sont autant en colère, puis se mobilisent autant pour crier sur tous les toits? Non, mais pas moi! J'en fais pas partie, pas moi! Puis, tu sais, deviennent vraiment comme agressifs par rapport à ça, quand même eux considèrent Parce que que je c'est pense que dangereux. ça les fragilise, en Oui. fait. Il y a quelque chose, puis on a nommé le terme masculinité toxique, mais je pense que ça vient ébranler leur identité de manière Mhm. extrêmement forte. Mhm. Genre, si all men, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et moi, j'ai envie de dire que cette conversation-là n'est pas obligée en ce moment d'être about you, en fait. Tout ça peut être vrai sans que toi, tu sois un violeur, tu sais. Ouais. Tu peux dire, hey, c'est vrai que c'est rochant être une femme en ce moment. Tu sais. Mhm. C'est vrai que Il y a un la risque. grande majorité, la large majorité des personnes agressées, c'est des femmes et que la large majorité des personnes qui agressent sont des hommes. Ouais, tout ça, ça existe. Mais tu n'es pas obligé de ramener ça à toi à ce moment-là. Mhm. Puis je pense qu'il y a quand même un conflit aussi au sens où, malheureusement, le patriarcat et la masculinité qu'on va dire toxique, donc pas la masculinité qui est toxique, mais les normes vraiment prescriptives de la masculinité qui, elles, sont toxiques. Tu sais, ça amène à devoir remettre en question toute une façon de fonctionner. Hein. Fait que si jamais j'ai appris à devoir être très entreprenant, si j'ai appris à savoir qu'il fallait absolument que j'ai une drive sexuelle, une pulsion, il fallait que j'apprenne que genre, ben, je suis capable de me défendre justement, fait que je peux pas me faire agresser. Et on demande quand même à des personnes de remettre en question leur univers au grand complet et sur lequel leur personne est basée. Donc, c'est quand même Ouais. c'est rushant, on va se le dire. Oui. Puis il y a aussi, c'est ça, encore une fois, je pense, une stratégie première, c'est de se décentraliser du discours. C'est pas obligé d'être à propos de toi. Est-ce qu'on est capable de reconnaître des choses sans que ce soit à propos de toi? Oui, OK, là, on part. Puis après l'étape 2, l'étape avancée, ça sera de te questionner sur tes actions ou ton implication. Mais est-ce qu'on peut au moins reconnaître qu'il y a culture du viol? Tu sais, déjà, on peut-tu s'entendre? Mais Ben oui. ce que Comme t'as les dit, règles à la boulette, là. Tu sais, on peut-tu s'entendre sur les règles pour bien fonctionner? ce que tu as dit, c'est probablement pour cette raison-là, je pense que les hommes, on n'est pas capable de leur apprendre le consentement, on dirait, parce que j'ai l'impression que c'est rendu vraiment difficile à communiquer, à apprendre à des hommes, Mhm. qu'on n'est pas capable de leur apprendre c'est quoi la culture du viol, qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui d'apprendre aux hommes à ne pas violer ou ne pas agresser ou ne pas harceler sexuellement. Mais il y Il y a a comme quelque des chose. niveaux, là. C'est Oui. un grand spectre, les agressions sexuelles. Il y a aussi qu'on n'aime pas le changement. OK? On est des humains, on n'aime pas le changement. Puis on le voit justement avec les scripts de dating. Tu sais, quand on parlait de justement demander le consentement pour faire ci, la plupart des gens avaient des critiques que, ben là, je sais plus comment faire, je sais plus comment dire, je sais plus si je peux me permettre, nanana. Puis finalement, c'est plus l'inconfort de changer ma formule gagnante que de absolument vouloir rester dans le script principal. Mhm. On est inconfortable avec ça. Donc, c'est normal. Puis quand tu as une formule qui fonctionne et qu'on ne t'a jamais reproché jusqu'à maintenant aussi, parce qu'il faut le dire, si on est dans un patriarcat, ben il y a de ça aussi. On est très réfractaire au changement puis aux changements qui sont profonds. Ouais. Tu sais. Ceci dit, tu sais, par rapport à apprendre le consentement, là, je peux nous envoyer des fleurs, mais c'est vrai qu'au 100%. Club Sexu, on a beaucoup réfléchi à ça. Tu Oui. sais, comment quasiment faire une bonne campagne de PR, tu sais, sur le consentement, Oui. comment. Puis on mise beaucoup sur l'idée que le consentement, c'est pas faire signer un formulaire de consentement à ta date. Ça peut être On va pas chez fucking le notaire. Non, là. c'est ça, on va Ça pas peut chez être le notaire. sexy. Ben Ça oui. peut être super sexy, le consentement, tu sais. Ben oui. Demander à quelqu'un, est-ce que je peux t'embrasser? Mhm. Ou demander à quelqu'un, est-ce que tu aimerais ça que je te fasse tel truc comme ça? Qu'est-ce que t'aimes? Comment t'aimes ça? Ça peut être Ben oversex oui. quand c'est abordé comme ça. C'est Puis pas une permission, en fait, que tu non, donnes. exact. Puis aussi, on en avait parlé au podcast À quoi tu jouis, puis j'ai entendu Kim Lizotte aussi en reparler, mais si toutes les femmes étaient plus confortables dans la société, là,
ça serait vraiment bon pour les hommes aussi. Tu sais, à ce moment-là, on parlait de l'habillement, là, tu sais, si, tu sais, moi, je disais que ça m'est arrivé bien plus souvent de pas mettre de décolleté parce que ça me tentait pas de recevoir des commentaires, tu sais. Mais si je savais que j'étais en sécurité, là, pour être un peu slutty si ça me tente, là, les gars, ils vont en bénéficier de ça au final. Alors, le fait de participer à créer une société où le consentement est de mise et où tout le monde se sent bien et en sécurité, tout le monde en bénéficie, en fait. Il n'y a personne qui va être privé de quoi que ce soit. Ça va juste faire des gens qui sont plus détendus. Si on est plus détendu, ben, on va être beaucoup plus réceptif, puis on va avoir bien plus envie d'être flirty, puis séductrice et tout, sans avoir peur de se faire slut-shamer ou sans avoir peur de se faire agresser finalement parce qu'on a été trop flirty ou trop sexy, entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut aborder le sujet avec des hommes de notre entourage? De quelle manière? Quels mots utiliser? Comment essayer de leur faire comprendre d'une bonne façon sans créer de débat? Parce que je pense à moi qui a essayé d'en parler avec des hommes dans mon entourage. Ça n'a pas passé, là. Ça n'a vraiment pas passé, là. C'est devenu, ben moi, ça me concerne pas, puis ça me concerne pas du tout, ça m'a jamais concerné, je suis pas un agresseur, puis j'essayais de lui expliquer, puis t'es comme, non, mais mes amis non plus, non, mais c'est pas vrai, j'encourage pas ça jamais, non, mais blablabla. Puis c'était comme, mais ça me concerne pas, je veux même pas en entendre parler. Puis ce qu'il disait, c'était, ben la justice va bien faire les choses pour l'affaire Pellico, j'ai rien à dire là-dessus. Ouf, ouais, la justice, ça, C'est comme c'est eux qui vont décider, c'est eux qui savent les infos. Moi, je connais pas les infos, fait que je vais les laisser. Je suis comme. Mon côté scorpion, un peu baveuse qui pique, là. Peut-être que ça répond pas à ta question, bien au contraire, mais moi, j'aurais envie de dire, je t'inviterais à te questionner à savoir pourquoi ça te met autant en crise. Ben voilà, en fait. Je vais emmener ma flèche de Sagittaire et piquer d'abord. Je vais y aller avec toi. Puis en effet, moi, j'aurais tendance à, encore une fois, ça dépend, là, on est d'accord qu'il y a certaines discussions, des fois, sont juste pas possibles quand il y a trop d'émotions. Mais en effet, à quel point, c'est quoi le problème, en fait, à accepter que ça existe et qu'il y a un problème, justement? Pourquoi est-ce que ça te met en beau maudit? Pourquoi est-ce que, justement, est-ce que ça te fait tout renégocier? Est-ce que des fois, les gens ont de la misère même à sortir ces mots-là, mais j'inviterais la personne à réfléchir à pourquoi on en parle depuis genre une dizaine d'années dans les médias. Genre, il y a des chroniques, je sais pas combien par année, genre, qui sortent dans la presse, dans le Journal de Montréal, tout ça. Puis tu vas me dire que ça existe pas. Attends, là, on va en parler. Je veux dire, l'affaire Pellico, on en parle, tout le monde a un avis là-dessus, donc ça te concerne. Maintenant, comment ça te concerne? Ah non, ils disent que ça les concerne pas. Tout le monde sauf lui. C'est tout le temps ça. OK, ben tous les hommes sauf moi. J'ai envoyé les vidéos à plein de mes amis gars. Ouais, mais c'est tout le monde, mais pas moi. Mais je pense que ça peut amener. Puis, il y a eu j'ai parlé avec un de mes amis, puis un de mes amis, lui, quand j'ai commencé à en parler, il disait juste rien. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est exactement ça. Puis après, il me dit, non, mais ça, je sais pas trop, instruis-moi. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est l'attitude qu'on cherche. On cherche pas que tu sois comme, ah, ben dans le fond, je suis vraiment pas une bonne personne, j'ai agressé, puis que là, tu te mets à t'excuser, puis à faire des remords sur tout ton passé, puis comment t'as pas intervenu dans le passé. C'est pas vraiment ça qu'on cherche, c'est plus une genre d'ouverture, d'écoute, d'être comme, salut, genre. Je comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ça? Comme j'ai pas la même opinion que plein de femmes ont. Genre, la majorité des femmes ont cette opinion-là, puis je comprends pas pourquoi moi, je l'ai pas. Oui, mais tu l'as dit, tu sais, la posture d'écoute, je pense qu'elle est, elle est vraiment primordiale. Puis juste, comme tu disais, Morag, s'enlever de l'équation 2 secondes, écouter l'expérience des autres. Tu sais, manifestement, là, s'il y a eu des mouvements MeToo, puis qu'il y a eu toutes ces affaires-là, ça doit bien être pour une raison. Fait essayer de comprendre ce que ça révélait ou ce que ça révèle encore. Puis j'ajouterais aussi de dire « instruis-moi ». Qu'un homme dise « instruis-moi » à une femme, j'aurais aussi envie de répondre à ce gars-là, tu peux aussi t'instruire. Comme Google existe. C'est ce que je te dis, puis prendre ton ciel, comme tu fais si bien. C'est ça. C'est aussi aux hommes de faire cette démarche-là de leur côté. Puis je trouve qu'il y a quelqu'un qui le fait vraiment, vraiment bien. C'est la journaliste et autrice Liz Plank, qui est montréalaise, mais qui habite aux États-Unis maintenant. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle « Pour l'amour des hommes »,« For the love of men ». Puis elle, ce qu'elle essaie d'expliquer, justement, c'est que le fait de s'intéresser à la culture du viol puis de déconstruire la masculinité toxique, ça profite aux femmes, mais ça profite aussi aux hommes. Parce que si les hommes réussissent à se sortir de cette espèce de grosse pression-là qui est contenue dans la masculinité toxique, tu sais, qui est de pas parler de tes émotions,
jamais demander d'aide, à être fort, à être, tu sais, tout ça, à être vraiment comme dans ce cliché-là qui nuit aux hommes. Hein. C'est pas du tout de l'opinion en ce Qui est moment. aussi souffrant. C'est documenté. On le voit que les hommes souffrent de problèmes de santé mentale. Puis là, trigger warning, mais le taux de suicide chez les hommes est beaucoup plus élevé que chez les femmes et c'est directement lié à la masculinité toxique et au fait que les hommes vont pas chercher d'aide, ils parlent pas de santé mentale, ils ont l'impression qu'ils peuvent s'organiser tout seuls. Fait que j'ai l'air de mettre beaucoup d'affaires dans ce chapeau-là, mais tout ça est quand même assez interrelié. Et le fait de se poser ces questions-là, puis d'essayer de comprendre c'est quoi notre position comme homme dans ce grand système-là, c'est réellement bénéfique pour eux. Fait que c'est ce que j'aimerais que les hommes comprennent, en fait, c'est que c'est pas contre eux, c'est pas pour les femmes, c'est pas contre les hommes, c'est pour tout le monde, finalement, puis que tout le monde va se sentir mieux, finalement. Fait que c'est la manière d'en parler, ce serait comme ça? Oui, la manière d'en parler, puis je pense qu'encore une fois, même si tu ne te sens pas concerné, d'écouter. Tu sais, c'est bon. Ouais. de manière générale, quand quelqu'un te parle de quelque chose qui est sensible ou qui vient toucher une certaine corde, la meilleure chose qu'on peut faire, tu sais, puis ça, c'est un conseil que je leur donner en général, mais c'est de tendre l'oreille, tu sais, puis d'être là, puis de recevoir. Puis on peut pas toujours avoir réponse, on peut pas toujours avoir le cerveau qui roule assez vite pour émettre des conclusions puis des remises en question on the spot. Puis ça, je pense que c'est pas réaliste de le demander à tout le monde, mais même si ça ne nous concerne pas, on peut quand même écouter puis être là, puis se demander, ben au lieu de voir comment est-ce que moi, par exemple, comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie, OK, mais comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie? Puis est-ce que ça fait écho à quelque chose, ça? Est-ce que ça m'apparaît réaliste? Est-ce qu'au contraire, tu me dis des choses, puis je suis tombée en bas de ma chaise parce que, voyons donc, je l'avais jamais vu venir? Bien, peut-être que là, j'ai besoin d'ouvrir mes oreilles puis mes yeux, tu sais. Mais d'écouter de manière générale, je pense que c'est la recette gagnante, là. Ouais. On est rendu au segment Sexpogne. C'est un jeu d'Eros et compagnie que j'aime beaucoup. Il y a plein de petits trucs dedans, genre des balles de beer pong. Oh, genre, God, OK, wow. Un petit truc pour cacher les yeux, une affaire, comment ça s'appelle? Un sablier, excuse. OK. Des coupons faveurs. Mais bref, il y a un jeu avec des règles à utiliser. Il y a des cartons qui sont des défis. Puis, il y a des cartons qui sont des questions. Là, je demande les questions à mes invités. Mais si c'est des questions que vous ne voulez pas répondre au niveau de la sexualité, vous n'êtes pas obligés. Là. OK. Tu veux t'en piger pour Oui, moi? 100%. Tiens, je ne l'ai pas regardé. Ah, il y en a deux. OK, allez-y. Toi d'abord. OK. Mon Dieu. Si tu devais retourner au début de ta relation, que changerais-tu? Oh mon Dieu! Oh. Hey, ben, moi, je suis quand même en début de relation. Mon Dieu, qu'est-ce que je changerais? Ben là, ben, j'ai envie de dire peut-être plus par rapport à moi, mais de me faire confiance, je pense. Je sortais d'un long temps de célibat et j'étais un peu rouillée. Hein? J'avais mes plis bien placés et mes défenses un peu trop placées pour la relation. Mais je pense que j'ai été avec quelqu'un qui était très sécurisant par rapport à ça. Fait que j'étais bien gentille. Ceci étant dit, il va sûrement être fâché que je dise ça, mais pour notre deuxième date, il m'a invité à faire des pâtes chez lui et je suis intolérante au gluten. Ah, Et merde. j'aurais dû l'envoyer promener. Je regrette, mais c'est bien qu'il finit bien, on est ensemble. Exact. Ouais, t'es-tu mangé les pâtes? Non, je me suis emmené mes propres pâtes. Mais il savait que tu étais intolérante? Oui. Oh! La barre est super. Ah, il a pas pensé. Come on, les boys! C'était son move, tu sais. Puis je le savais, puis j'ai... Dans le mille direct, là. C'est pas grave, des Correct, fois. on apprend. Ouais. On apprend. Mon tour. Oh mon Dieu, raconte ta première expérience sexuelle. OK, parfait. OK, mais c'est vraiment anti-casting comme la première. Mon Dieu, OK. Parce Villain que, origin story. ben, ouais, mais c'est que moi, je suis Montréal, born and raised. Je suis très urbaine comme personne. Puis ma première expérience sexuelle, c'est dans une tente dans la forêt. OK. Wow. Dans le fond, je travaillais dans un camp de vacances à l'époque, Marmelade, pour les intimes. Puis j'avais un crush sur un animateur. Puis là, on avait commencé à se flirter. Puis moi, j'avais aucune expérience à ce moment-là. J'avais même pas embrassé qui que ce soit. J'avais comme Wow. 16 ans. J'avais jamais embrassé. J'avais jamais eu d'intimité. Puis là, je m'étais dit... Puis c'est ça, c'est quand même une bonne première expérience parce que c'est moi qui avais pris les devants. Mhm. Yeah. J'étais comme, hey, je pense que
tente. Let's go. J'ai confiance en lui. T'sais, on n'était pas encore en relation sérieuse. On s'était pas dit qu'on s'aimait, mais j'étais comme, j'ai confiance en lui, puis j'ai envie que ce soit avec lui, ma première expérience. Alors, j'étais allée acheter des condoms à la pharmacie. Mon Dieu, t'es donc bien une enfant modèle. T'avais même pas embrassé encore. Ben, c'est ça. Ben là, on s'était embrassés, C'est comme je me nous. protège. Genre, on s'était embrassés, puis quelques jours plus tard, j'étais comme, je pense que ça va être ça, tu sais. Fait que là, j'étais allée acheter se des passe condoms, Wow! paquet de 3, puis je me rappelle, genre, j'étais arrivée à la caisse, la tête haute, puis j'étais comme, ouais, j'achète des condoms. Wow! C'est bon, je prenais soin de ma santé sexuelle. Fait que là, j'étais retournée au camp, puis j'y avais dit que j'aimerais ça qu'on fasse l'amour, puis lui, il était bien d'accord avec le projet. Puis comme on dormait tous dans un chalet avec plein d'animateurs, on avait besoin d'une certaine intimité, donc il avait pris sa tente, on avait monté la tente, puis on avait fait ça dans la forêt. Hein? Puis c'est une Mais belle, c'est fou c'est une que- belle première expérience. Ben oui, Wow, c'est vraiment, vraiment hein. fun. Ouais. Mais c'est fou que t'avais pas fait de préliminaire, rien, là. T'avais pas expérimenté tant Ben, avant lui, je veux dire. Tu sais, quand je l'ai rencontré, j'avais jamais Ouais, c'est expérimenté ça. quoi que ce soit. Fait qu'on s'était embrassés. Quelques jours plus tard, on avait fait des préliminaires. Puis quelques jours plus ok. tard, on a fait l'amour. Mais je veux dire, quand j'ai rencontré ce gars-là, j'avais aucune expérience. Oh, Fait que je suis contente. Ouais, c'était une belle tellement première expérience. Ouh, j'adore! Je vais présenter un petit jouet sexuel de Eros et compagnie. Ça s'appelle le Petit Prince. C'est un jouet vraiment le fun. J'en ai juste un, malheureusement. Désolée, je sais que vous êtes On deux va se invités, battre. mais- Ouais, vous allez... On va voir c'est quoi avant de se battre. c'est un petit jouet vraiment le fun parce qu'il y a 2 sortes de stimuli. Il y a une couronne. On dirait un petit coco de Pâques. Ben, 100%. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis pourquoi il s'appelle le Petit Prince, c'est qu'il y a une petite couronne sur le dessus. Oh mon Dieu. Puis il s'utilise de 2 façons. Soit avec la pulsion à air, ici, ça c'est un stimulant pulsion à air, là, comme Wow, pour le ok. clitoris, là, ouais, pour le clitoris. Puis il y a la petite langue, une genre de petite langue. Tu peux l'utiliser juste comme ça, avec la petite couronne sur le dessus, ou tu peux descendre là, je l'ai éteint, mais tu peux descendre le genre de truc de plastique. J'essaie de bien... Fascinant. de silicone. J'essaie de bien l'expliquer là, pour les personnes qui sont en audio, mais tu peux descendre comme ça. Tu as vraiment la petite langue comme en stimulé directement. Ou tu peux le remettre là, comme ça, c'est un peu plus éloigné. Puis il y a plusieurs vitesses, évidemment, mais c'est une petite boule vraiment discrète et subtile qui prend pas beaucoup de place, puis elle fait pas vraiment de bruit non plus. Non, vraiment pas. Ben, un Mais peu, évidemment. Franchement, c'est mais adorable. Ceux Parce qui que ne voient vraiment, pas à l'audio, là, c'est on dirait un cute. Pokémon. très, très cute. Ouais. Fait que ça, c'est le Petit Prince. Tu peux te le procurer sur le site de Eros et compagnie avec le code Libre-Sexpression. Ça donne 15 de rabais. Je l'offre à une des 2. Tu le veux-tu, Morag? Ça me dérange pas. Ouais, tu peux le prendre. Il t'intéresse Il est adorable. Mais c'est parce que j'en ai un qui ressemble. Ouais, let's go, merci. Ben, merci. Merci m'en à donneras vous des d'avoir été nouvelles. là. Il y a tellement d'aspects qu'on n'a pas abordés, Oui. finalement, comme la majorité de mes questions, mais c'était tellement intéressant. Puis je me dis peut-être qu'il faudrait faire un 2e épisode sur la culture. Cool. Ah, Ben, en ben tout cas, oui. oui, si tu veux, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros bout qui concerne toute la dénonciation, Ouais, puis on le a système pas- de justice ouais. qu'on a On a- mais pas abordé. Mais en tout cas, nous, on reste la porte ouverte si t'en as envie. Oui, j'aimerais Ouais, ça nous ça. fait plaisir. Mais Ben, merci, merci. full. Pour elle, c'était vraiment le fun. Ouais. Ouais, Ouais, c'était le fun. Merci à toi. Je t'ai eu un cadeau. Sans problème. Je vais revenir plus souvent. Chaque semaine, si vous voulez. Je me sens comme quand on parle de l'anniversaire. C'est mon cadeau.